573. Quand j'étais au Vietnam, tout jeune et étudiant, je ne ressentais pas tellement de différence entre mes camarades français et moi-même. Peut-être parce que c'était ma génération. Mais j'ai quand même observé et j'ai vu certaines différences que les Français faisaient vis-à-vis de certains Vietnamiens qui étaient quand même éduqués, c'est-à-dire qui avaient acquis des diplômes identiques français et qui n'obtenaient pas les mêmes fonctions au Vietnam. Mon Dieu, moi, je comprends cela, parce que c'est le gouvernement français qui doit, n'est-ce pas, administrer une colonie et pour cela, créer une certaine différence entre les Français de la métropole, les Français de la colonie et ce qu'il appelait à l'époque. Right. Rolling. Marker. 574. Quand j'étais jeune, vietnamien, j'ai connu l'administration française dans une colonie qui fut mon pays, le Vietnam. Personnellement, je n'ai pas connu beaucoup de différences entre moi-même et mes camarades français à l'école. Mais j'ai observé qu'il y avait des différences marquées entre les Français dans la colonie et les Vietnamiens qui ont obtenu des diplômes identiques en France. Par exemple, quand ils rentraient de France avec un diplôme d'ingénieur, ils n'avaient pas la même fonction que le Français. Alors cela crée quand même des sentiments de frustration vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces Vietnamiens qui se croyaient, n'est-ce pas, qui se disaient aussi capables que les Français. Et qui avaient... C'est parfait, on peut continuer avec ça. Camera roll 420 starts there. Camera roll 420. Rolling. Mark. 575. Just a moment. Okay. Par exemple, j'ai le cas d'un ancien militaire vietnamien naturalisé français qui avait fait exactement les mêmes écoles qu'un officier français, c'est-à-dire l'école polytechnique, l'école d'artillerie à Fontainebleau, qui est revenu servir au Vietnam comme officier de l'armée française, mais qui restait toujours, n'est-ce pas, dans une fonction plutôt de bureaucrate que de commandement. Vous pouvez parler un peu de vos impressions du général Leclerc. Vous étiez l'aide de camp et aussi parler un peu de son recherche de trouver un règlement du problème au Vietnam. En 1945, lorsque le général Leclerc est arrivé au Vietnam avec les premières unités françaises, il a appris qu'il y avait deux officiers vietnamiens, d'origine vietnamienne mais naturalisés français, qui servaient dans l'armée française. C'était mon beau-frère, Lê Văn Kim et moi-même. Nous étions dans des commandos français. Dès qu'il a appris cela, le général Leclerc lui-même a donné l'ordre de nous retirer immédiatement des unités françaises combattantes et de nous donner d'autres fonctions. Pour la raison qu'il disait qu'il ne voulait pas que ces officiers vietnamiens, bien que français, mais d'origine vietnamienne, tirent sur leurs compatriotes. Et nous avons quitté nos unités. Mon beau-frère Lê Văn Kim est allé chez l'amiral Thierry Dardanlieu et moi-même, je suis allé dans l'état-major du général Leclerc. C'est ainsi que j'ai connu le général Leclerc. Je l'ai connu personnellement au cours d'un dîner. Il m'avait invité avec d'autres généraux français et quelques colonels. Et je m'étais aperçu que le général Leclerc nous disait qu'il n'avait pas le sentiment que l'administration française savait comment donner l'indépendance à ce Vietnam. Et que lui pensait que ce Vietnam avait le droit d'être indépendant. Et c'est la raison pour laquelle que nous l'avons deviné à l'époque, ces dissensions avec l'amiral Thierry Dardanlieu, qui était quand même son chef. Et c'est ainsi qu'il a quitté le Vietnam.
Est-ce qu'il pensait avoir un rapprochement avec le Viet Minh ou comment? Non, le général Leclerc nous avait dit à nous, les gens du Sudiste, vous seuls pouvez vous battre, vous seuls pouvez acquérir votre indépendance. Il n'y a que vous, Vietnamiens, qui pouvez l'avoir. Ce n'est pas nous, les Français, qui pouvons vous la donner, cette indépendance. Et le général Leclerc, s'il avait fait des traités avec Hanoï, c'était simplement pour sauver les quelques 30 000 Français qui étaient coincés à Hanoï pendant la Grande Guerre. Mais il n'avait jamais, je ne pense pas que le général Leclerc voulait faire un accord quelconque avec l'autorité de Hanoï. Est-ce que vous pouvez parler de vos impressions de Bao Dai? Comment est-ce qu'il était comme homme? Et, il était très gaspillard, n'est-ce pas? Il avait besoin d'argent. Bao Dai a été élevé pour devenir un roi sans pouvoir, sans régner. Mais c'était un homme, parce qu'il est encore vivant, c'est un homme très intelligent, qui comprenait très bien les affaires politiques internationales. J'ai eu l'occasion de l'approcher à plusieurs reprises. Seulement, c'était un homme qui n'était pas persévérant. Il avait tellement été déçu de toutes les approches qu'il avait faites aux Français pendant son règne, avant la Grande Guerre, qu'il ne voulait plus chercher, n'est-ce pas, à obtenir davantage des Français, n'est-ce pas, pendant le temps où il fut chef d'État. Il n'était plus empereur, mais il était chef d'État. Je me souviens d'une anecdote, d'une histoire, qui m'a raconté Léon Pignon, qui fut le haut commissaire général de France en Indochine. Lorsque les troupes chinoises sont arrivées en 1949 jusqu'à la frontière du Nord-Vietnam, les alliés, je veux dire à ce moment-là les États-Unis, voulaient demander à Bao Dai de faire une déclaration anticommuniste. Il faut marquer nettement sa politique anticommuniste. C'était en 1949. M. Pignon lui a expliqué durant tout l'entretien, qui a duré 1 heure à Dalat dans sa maison, la situation internationale et la situation locale, c'est-à-dire que les Chinois étaient déjà à la frontière du Nord-Vietnam et qu'il lui fallait une déclaration très importante de Bao Dai. Pignon nous l'a raconté après, juste après l'entretien, que pendant 1 heure, Bao Dai n'a fait qu'écouter et grogner, mais n'a jamais dit qu'il était prêt à faire une déclaration. C'était le genre de Bao Dai. Pas persévérant. Et Bao Dai avait beaucoup de besoins, des besoins d'argent. Bao Dai nous l'a raconté, et il a écrit surtout dans un livre, parce qu'il était jeune empereur, il n'avait pas d'argent. La France payait tout ce dont il voulait acheter. Il n'avait jamais de l'argent dans sa poche, ni au coffre-fort. Et après, lorsqu'il est revenu comme chef d'État, on lui a donné de l'argent. Je me souviens que le gouvernement vietnamien lui avait donné de l'argent. Beaucoup lui ont donné de l'argent. Il aimait l'argent. L'argent lui permettait, n'est-ce pas, évidemment, n'est-ce pas, d'avoir une vie facile, de jouer, parce qu'il jouait très, très gros, très grand. Il allait jouer en France, à Cannes. Et je crois que c'est ça qui l'a empêché un peu de travailler un peu plus pour son pays. C'est vraiment dommage. Est-ce que c'est pour le besoin d'argent qu'il a fait son arrangement avec le Ben Suen? Je pense que oui. Il faut reprendre ce sujet. Je pense que oui, parce qu'il avait ce besoin d'argent, et les Ben Suen qui avaient pris le contrôle de la police de Saigon, et surtout des jeux, des maisons de prostitution, avaient beaucoup d'argent. Et je crois, et c'est un reproche qu'on peut faire à Bao Dai, c'est d'avoir donné aux Ben Suen, qui étaient malgré tout, n'est-ce pas, des pirates, autant des Français, le contrôle de la police de Saigon. C'était incroyable, mais c'était vrai. Et Very nice. Yeah, good follow-up questions. Yeah. Stop. Marker. 576. Le général Tinh Minh T est un ancien général caudaïste qui avait lutté contre les Français pendant toute la guerre française.
au Sud-Vietnam. Il s'était rallié au président Ngo Dinh Diem en 1955. C'était donc le grand supporter de Ngo Dinh Diem. Et c'est également pour Diem un atout très important du fait que c'était un officier, un général, qui avait lutté contre les Français. C'était très important pour Diem, pour son prestige, n'est-ce pas? Et au cours d'une lutte, de la bataille contre les Binh Xuyen, en fin mai 1955, il a été tué. Il s'était battu jusqu'alors dans les maquis, dans la guerre de guérilla. Il n'était pas habitué à une guerre ouverte. Il a été tué au moment où il traversait le pont par une balle. Sa mort a été ressentie beaucoup par Diem, parce que c'était une grosse perte pour Diem en tant que supporter et en tant que caudaïste. J'étais chef d'état-major à l'époque. J'ai organisé les funérailles nationales pour le général Thi Minh Thé, qui a été enterré à Tay Ninh. Il a eu l'occasion de voir le président Ngo Dinh Diem venu présenter ses hommages devant son cercueil. Il était très triste. Il avait perdu vraiment un atout très important. En 1957, vous êtes allé avec Diem aux États-Unis. Vous pouvez rappeler un peu le voyage, la réception que vous aviez chez Eisenhower, aussi le défilé à New York? Oui, c'est un bon souvenir que j'ai gardé. Il faut recommencer le sujet. Et lorsque, en 1957, le gouvernement des États-Unis a invité le président Ngo Dinh Diem à faire sa première visite d'État à Washington, D.C., pour Diem, c'était un voyage extraordinaire. C'était la récompense de tout son travail qu'il a acquis pendant quelques années au Vietnam. Et également, il avait beaucoup d'amis américains. Il a été reçu à Andrews Air Force par le président Eisenhower, avec tous les honneurs dus, n'est-ce pas, à un chef d'État étranger. Et il y a eu un convoi de Andrews Air Force jusqu'au White House, à Blair House exactement. Et tout le long du trajet, un grand convoi, un long convoi très important, avec beaucoup de monde sur le passage. Et j'étais à l'époque chef d'état-major. Il m'avait amené en tant qu'aide de camp. Donc j'étais très près de lui et j'ai pu observer, n'est-ce pas, l'attitude de Diem. Et Eisenhower a été vraiment parfait. Et ensuite, il y a eu son speech au Congrès, qui a été très, très applaudi. Et ensuite, son défilé. Il faut changer, mais vous pouvez Coupez commencer le son, encore. s'il vous Vous pouvez commencer encore avec les défilés, ça va être 577. Rolling. Marker. 577. Stand by. One more. Oh. Je souris parce que j'ai gardé personnellement aussi un très bon souvenir de ce voyage du président Diem aux États-Unis, ce défilé dans les rues Broadway à New York et la visite qu'il a faite, privée qu'il a faite au monastère de Séminole, où il a vécu un certain temps seul et où il a médité, où il a travaillé, n'est-ce pas, pour son retour au pays, et surtout, n'est-ce pas, avec l'aide du cardinal Spemann, à qui il a rendu visite et chez qui il a eu une messe privée également. Toutes ces visites qu'il a faites, privées au public, ont beaucoup marqué comme un grand succès de son voyage, de son premier voyage à l'étranger, aux États-Unis. Et Diem était très fier, très content. Non pas pour lui-même personnellement, mais également pour le Sud-Vietnam ou pour le Vietnam qu'il représentait à l'époque. Pour revenir au Vietnam même, pendant les années 50,
il y avait beaucoup d'Américains qui commençaient à venir au Vietnam, qui sont là pour donner des conseils aux Vietnamiens, etc. Vous pouvez décrire un peu ça. Qu'est-ce que vous pensiez de tous ces Américains qui arrivaient pour donner des conseils aux Vietnamiens, comment gouverner, comment construire le pays, etc. En 1950? Dans les années 50, 56, 57, 58. Ah, du temps de M. Diem, lorsque M. Diem était au pouvoir. Alors, il est un fait que M. Diem, n'est-ce pas, avait un grand support, n'est-ce pas, des Américains. Et il était normal qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient constamment, n'est-ce pas, auprès de lui, comme conseiller. Il y avait en particulier 2 conseillers. L'un, c'était le général Lansdale, colonel Lansdale à l'époque, qui pouvait le voir à toute heure de la journée ou de la nuit. Et c'était très important parce que Billy Diem est un ancien mandarin, très strict dans le protocole. Il pouvait recevoir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit Lansdale, qui venait l'aider beaucoup pour ses informations, pour l'aide diverse qu'il lui apportait, n'est-ce pas, dans ses problèmes qu'il avait, par exemple, avec l'armée en 1954. Et le deuxième était le docteur Fischel de Michigan, qui également s'occupait beaucoup de l'instruction, de la réorganisation de la police. Voilà les 2 hommes, n'est-ce pas, en particulier, qui avaient beaucoup d'influence sur Diem. Mais de votre point de vue comme Vietnamien, est-ce que vous pensez que tous les Américains, des programmes, des conseillers militaires, économiques, politiques, etc., comment vous sentiez vis-à-vis d'eux, qu'ils sont venus pour dire aux Vietnamiens comment gérer le pays? Est-ce que... Il est un fait que nous devions beaucoup aux Américains à l'époque, et sur le plan civil comme sur le plan militaire. Et moi, je parle en tant que militaire maintenant, hein, puisque j'étais chef d'état-major à l'époque. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec les Américains. Car, par exemple, j'ai voulu, avec mes amis, mes officiers, réorganiser l'armée vietnamienne capable de lutter contre un ennemi dans sa guerre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, dans la guerre de guérilla. Je voulais avoir des unités légères, mobiles, et puis surtout, n'est-ce pas, avoir l'aide directe, armée de la population. Mais les Américains ne me voulaient pas. Ils voulaient que nous puissions, n'est-ce pas, réorganiser l'armée vietnamienne sur le modèle de l'armée américaine. Et c'était très ennuyeux pour nous, parce que nous savions, n'est-ce pas, que l'armée américaine était une armée conventionnelle, et non pas une armée de guérilla. Et c'est là où nous avions un problème. Et je pense que ces problèmes, pour moi personnellement, vous voyez ça, n'est-ce pas, sur le côté militaire, dans les autres domaines, il y avait également des problèmes semblables. Pendant cette période des années 57-58, Okay, stop. Probably just like this, because this is a long one. Stop. Yes. Cut. Point. Marker. 578. J'ai commencé à prendre le commandement du premier corps d'armée en 1957 jusqu'en 1963. Donc je peux dire que pendant les années 50, je commandais un corps d'armée, c'est-à-dire je commandais un territoire, et j'ai vu l'action de la police, et surtout l'action à l'époque du parti politique de Diem et de ses frères. Il faut toujours associer les frères, n'est-ce pas, dans ces actions politiques, M. New et M. Kang. Oui. J'ai vu quand même des effets efficaces. J'ai vu quand même un certain contrôle de la population à la base même du village. J'ai vu qu'on contrôlait. Je peux citer par exemple un cas typique. J'ai un jour, en jeep, avec simplement une escorte de jeep, j'ai circulé tout seul, donc sans autre escorte que la mienne, de Hue à Dalat, de jour et de nuit. J'avais une réunion à Dalat, sur les hauts plateaux, et j'ai fait un parcours de à peu près 1000 km sans rien rencontrer. Ça le prouve
qu'il y avait quand même un certain contrôle de la campagne. Et ça, c'était au bénéfice, n'est-ce pas, de l'action du gouvernement de Diem en les années 50. Seulement, il est un fait que petit à petit, l'action de la police a commis des abus. L'action, n'est-ce pas, du parti politique également. Et c'est là que petit à petit, le Viet Minh a dû donner naissance à l'organisation qu'il appelle le Front de Libération Nationale pour pouvoir essayer de reprendre en main, pour essayer, n'est-ce pas, de recontrôler la base même de la population au niveau du village. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut dire, à partir de 59-60, avec les abus commis petit à petit par la police du gouvernement de Diem, par le parti politique du gouvernement de Diem, et avec l'action nouvelle du Front de Libération Nationale, la population à la base même commençait à avoir peur et s'est mis un peu au service du Front de Libération Nationale. Mais comme vous l'avez observé, est-ce que la population, quand il y a eu des abus de la police, la répression deuxième, est-ce que ça a poussé est-ce que ça a joué en faveur du Front ou est-ce que seulement Diem a perdu le soutien de la population? Ça a joué en faveur du Front. Je l'ai vu personnellement au cours d'une opération. Par exemple, au cours d'une opération militaire, j'étais dans un village, j'arrivais, l'ennemi était signalé quelque part, j'arrivais avec des unités, des camions, l'armement vraiment tout moderne, en masse, et le villageois me disait, mais vous êtes si nombreux, vous êtes si puissants, vous venez pour chercher nos petits soldats qui sont là pour protéger notre village, simplement. J'avais un peu honte, parce que c'était un peu vrai. Mais derrière le petit soldat, le petit Vietcong qu'il y avait quand même le Viet Minh, et derrière le Viet Minh, il y avait quand même Hanoi. Ce que le villageois ne savait pas, que moi je savais. Mais le fait était qu'il y avait une masse, n'est-ce pas, de militaires contre un petit soldat Vietcong. Stop. Marker. 579. Just a moment. Just a moment. A moment. Nous avions l'habitude de... Attendez. Ok? Allez-y. Nous avions l'habitude d'appeler le président Ngo Dinh Diem le moine. Diem ressemblait à un moine. Il vivait comme un moine. Il était très catholique. Il ne croyait qu'à sa religion, le catholique. Et il me disait un jour, tout le monde peut mentir, sauf son frère aîné, qui est l'archevêque Ngo Dinh Thuc. Parce qu'un archevêque ne ment pas. Alors, tout ce que l'archevêque pouvait lui dire, il le croyait. Mais un menteur pouvait aller raconter une chose à l'archevêque qui croyait, qui le répétait à Diem, donc, vous voyez comment ça allait. C'était ainsi avec Diem. C'était vraiment un homme honnête, très honnête. C'était un homme vraiment très nationaliste. Seulement, c'était un homme qui n'avait pas les pieds sur terre. Il ne réalisait pas, n'est-ce pas, que sur terre, il n'y avait pas que les catholiques, il y avait également des bouddhistes. Et je suis un bouddhiste. Par conséquent, il fallait quand même travailler aussi et vivre avec les bouddhistes. Et lui, il ne voyait pas ça de cette manière-là. Il préférait, par exemple, dans les divers commandements de l'armée, importants, si possible, avoir un catholique plus qu'un bouddhiste. Même dans l'administration. Et c'est ainsi qu'il organisait, n'est-ce pas, ses relations, n'est-ce pas, avec l'armée ou avec l'administration. Est-ce que, No, I think we're about to find No, out. go. est-ce que vous pensiez que c'était une erreur de placer un homme comme ça, un catholique, dans un pays comme le Vietnam? Ce n'est pas une erreur, si cet homme-là vraiment avait les pieds plutôt sur terre et réalisait qu'il fallait également, n'est-ce pas, croire, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas que les catholiques, n'est-ce pas, pour pouvoir exercer certaines fonctions. Il était trop sectaire. Voilà le mot, n'est-ce pas, qu'il fallait pour M. Diem. Okay, now we're out of That was That was good. perfect, yes. But you want to go with I some? don't think you can. Play the song? Oh, excuse me. Camera roll 422 starts here. Camera roll 422.
With sign 2411. Je veux dire aussi des hélicoptères. This is Tran Mais il avait une and idée. Don Il y interview. avait des inondations. Vietnam Project T883 on the 7th of May. Prétexte. Oui, oui, je me souviens très bien. Slate 580. Rolling. Marker. 580. Just a moment. Just a moment. Quand j'étais au corps d'armée en 1975, 62, 63, je savais que les Américains étaient prêts à envoyer des unités supplémentaires, n'est-ce pas, combattantes, n'est-ce pas, pour le Vietnam. Personnellement, je n'étais pas contre, à condition qu'avec nous, ces unités portaient la guerre dans les arrières de l'ennemi, c'est-à-dire au nord du 17e parallèle. Si c'est pour venir au Sud-Vietnam et ne pas faire la guerre, comme nous le savions à l'époque déjà, par exemple, moi-même, au premier corps d'armée, mes conseillers militaires américains me disaient, nous n'avons pas le droit d'avoir des opérations très longues. C'est-à-dire, nous n'avons pas le droit d'aller très loin. Nous avons le droit simplement de faire des opérations, ce qu'ils appelaient, n'est-ce pas, à objectif limité. Alors, ça ne fait rien, n'est-ce pas, d'avoir des unités, n'est-ce pas, sur place, si ce n'est pas pour faire la guerre au nord. Est-ce que le matériel américain qui est venu, les hélicoptères et tout ça, est-ce que ça a changé la situation pour vous? Beaucoup. Il faut le reprendre, s'il vous plaît. Oui, mais ça changeait dans ce sens, n'est-ce pas, si nous étions... Dites que le matériel. Oui, le matériel américain, n'est-ce pas, qui est arrivé, n'est-ce pas, pouvait changer, n'est-ce pas, la situation militaire, n'est-ce pas, de nos opérations, si nous pouvions utiliser ces unités-là. Malheureusement, c'est toujours la même chose, n'est-ce pas? Ces unités-là étaient sous commandement direct des Américains. C'est-à-dire que si nous voulons faire des opérations à objectif éloigné, nous ne pouvions pas. Pour être plus précis, est-ce que l'hélicoptère a changé votre... vous a donné plus de mobilité et comment? Dans une certaine mesure, oui. Mais dans une certaine mesure, les hélicoptères ont permis, n'est-ce pas, d'avoir plus de mobilité dans la logistique des unités vietnamiennes et dans le transport de certaines unités pour certains postes et tout. À mon avis, ce n'était pas tellement nécessaire si ce n'était pas pour avoir des unités à transporter beaucoup plus loin. Cut. Ah, Okay. Marker. 581. allez-y. Moment. Attendez. Moment. Un certain malaise existait déjà dès 1960. Il y avait quelques attaques contre les unités importantes de l'armée vietnamienne. Et nous voyons que la situation militaire n'était pas très bonne, et spécialement lorsqu'il y a eu le coup d'État manqué du 11 novembre 1960. À partir de cette date-là, nous, certains généraux, et moi-même, nous nous sommes dit qu'il fallait quand même faire quelque chose. Nous sommes en train de lutter contre les communistes et notre situation intérieure n'est pas très bonne. N'est pas très bonne venant, n'est-ce pas, de l'administration du gouvernement de Diem. Donc il y avait quelques remèdes à apporter. Et nous avons entendu, nous avons formulé même des suggestions, et nous avons même prévu certains plans qu'il fallait peut-être que le président Diem, n'est-ce pas, change, n'est-ce pas, pour pouvoir améliorer la situation militaire. Nous parlons surtout de la situation militaire. En 1963, nous sommes beaucoup plus près de cette situation-là parce qu'il y a eu cette crise politique. Le président Diem a fait une grande faute. Tout le monde commet des fautes. Mais il a fait une très très grosse faute, très importante, c'est d'avoir autorisé l'attaque des pagodes et l'arrestation des bons. Et ça, je crois qu'il pouvait faire beaucoup de fautes dans son commandement en chef, n'est-ce pas, de l'armée vietnamienne ou en tant que président, n'est-ce pas, du Sud-Vietnam, mais d'avoir attaqué les pagodes, et je répète, attaquer les pagodes et fermer les pagodes et arrêter les bons et les bonzesses, c'était vraiment la plus grosse faute qu'il ne fallait pas faire. Et il l'a fait. Nous avons été lui demander à plusieurs reprises de libérer les bons et les bonzesses, de réouvrir les pagodes. Il n'a jamais accepté. Pourquoi? Je n'en sais rien. Peut-être parce qu'il croyait ce qu'il faisait était juste.
C'était à ce moment-là que nous avions décidé d'apporter un changement. Car nous disions, n'est-ce pas, nous disions que dans l'armée vietnamienne, la majorité, n'est-ce pas, des soldats étaient bouddhistes. Moi-même, je suis bouddhiste, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma famille, qui me reprochait, n'est-ce pas, d'avoir attaqué des pagodes. Et ce n'était pas vrai. On disait que c'était l'armée, mais enfin c'était des unités fidèles à Diem qui les avait attaqués. Mais ça ne fait rien, nous étions également responsables. Et il fallait à ce moment-là pouvoir faire quelque chose pour démontrer, n'est-ce pas, ou M. Diem change de politique, ou alors nous allons changer M. Diem. C'était très simple. Dès qu'il y avait l'idée d'un coup, il y avait beaucoup de groupes différents qui commençaient de conspirer. Comment est-ce que vous êtes arrivé à les mettre tous ensemble? Nous avons pensé à apporter un changement. Il y avait beaucoup de groupes. Il faut dire maintenant que les Américains qui étaient derrière travaillaient beaucoup de groupes. Il y avait des groupes de colonels, il y avait des groupes de politiciens, il y avait des groupes de divers. Et puis il y avait notre groupe également. Notre groupe, c'était un groupe de généraux. C'était peut-être le plus important, parce que nous avons quand même en main l'armée, mais c'était peut-être le groupe le plus discret, parce que nous ne voulions pas étaler, n'est-ce pas, notre idée de faire un coup. À ce moment-là, lorsque nous avons décidé, et nous avons décidé de faire le coup parce que M. Diem ne voulait pas apporter de changement. La veille même du coup d'État, c'est-à-dire le 31 octobre 1963, je suis allé le trouver personnellement. Et j'ai dit à M. Diem, est-ce que vous pouvez apporter quelques changements à votre politique intérieure? C'est-à-dire, encore une fois, réouvrir les pagodes, libérer les bons et les bonzesses, apporter une politique beaucoup plus souple, désigner un Premier ministre, par exemple, toutes ces choses-là. Il me disait non, il n'y a rien à faire parce que la situation est bonne à nouveau. Nous avons été obligés le lendemain de faire un coup. Pourquoi? Parce que si nous ne faisions pas le coup le lendemain, les autres l'auraient fait. Et les autres n'auraient jamais osé le faire seuls, parce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, faire ce coup avec nous, ensemble. Parce qu'ils ont essayé une fois de faire le coup d'État, c'était en 1960, des colonels. Il avait manqué, il avait raté. Et ils pensaient que pour faire un coup d'État, il fallait quand même mettre les généraux, n'est-ce pas, de leur côté. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre tous ces groupes en main, n'est-ce pas, d'organiser une vraie, d'unifier le groupe qui a fait le coup? Nous n'avons unifié rien du tout. Nous avons simplement notre groupe, nous avions le commandement de l'armée, nous avons, n'est-ce pas, avec nous, n'est-ce pas, les divers commandements des unités, et lorsque le groupe a donné l'ordre d'attaquer, de renverser le régime, les autres ont suivi le mouvement et se sont mis avec nous. Mais vraiment, nous n'avons pas été unifiés. Nous n'avons jamais travaillé avec les divers groupes pour dire venez avec nous. C'est tout. Let's cut. The next one we've got to break up into several. Bien, maintenant, je... Point. 582. L'attaque des pagodes le 19 août 1963 a été faite par des unités spéciales appartenant à la présidence de la République, c'est-à-dire à Diem et à New. Seulement, ils ont fait croire que cette attaque a été faite par l'armée. C'est pour cela, après cette attaque, comme j'ai entendu à la radio que c'était nous qui avions attaqué, j'ai cherché un ami américain que je connaissais bien, c'était Conin. Je l'ai fait venir à l'état-major où j'étais et je lui ai dit, c'est pas nous qui avons attaqué les pagodes. Ce sont des unités spéciales, des forces spéciales qui appartiennent à la présidence de la République. Alors Conin était un peu étonné, alors je lui ai expliqué l'affaire, je lui ai dit, nous étions là, il est évident, mais nous n'avons pas attaqué les pagodes. Alors Conin a cru que je l'ai fait venir pour lui dire que nous voulions faire un coup d'État. Il y avait une confusion dans l'esprit de Conin. Alors Conin a dit, est-ce qu'on fait ce coup d'État? J'ai riais, je disais, oui, mais enfin, je n'ai rien, puis je n'ai pas encore le plan pour faire le coup d'État. C'est tellement après cela, lorsque nous avons présenté une pétition à plusieurs reprises à Diem, pour lui demander, n'est-ce pas, de réouvrir les pagodes, de libérer les bons et les bonzesses. Et lorsqu'il a refusé à 2 ou 3 reprises, et à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'arrestations des étudiants. Il y avait quand même une situation intérieure intenable. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de faire notre coup d'État parce que
il y avait beaucoup de groupes, des petits groupes qui voulaient faire des coups d'État. Ces petits groupes étaient également soutenus par les Américains. Il y avait beaucoup d'Américains qui soutenaient les uns et les autres. Et on nous disait, ou vous faites votre coup, ou vous ne le faites pas. Alors nous avons décidé, encore une fois, de faire notre coup d'État. Seulement, auparavant, nous avons décidé également, moi personnellement, avec 2 camarades, d'aller voir encore Diem et de lui demander s'il voulait changer sa politique intérieure. Et mes relations avec Konin étaient que nous avions besoin d'avoir à l'époque le soutien des Américains si nous voulons faire un coup d'État. Nous voulons être sûrs que si nous réussissons à faire un coup d'État, nous serons soutenus par la suite par les Américains. Que les Américains étaient d'accord avec nous, parce que nous avons besoin de leur aide pour continuer la guerre. Voilà ce que nous voulions. J'ai demandé à Konin ce que les Américains pensaient de cela. Il m'a dit, mais les Américains sont d'accord. C'est comme ça qu'il y a eu, n'est-ce pas, des rencontres secrètes entre Konin et moi-même, chez un ami dentiste, ou bien j'allais quand même à Caravelle voir Konin pour assister à une représentation théâtrale, et ainsi de suite. C'est comme petit à petit, Konin m'a fait entrevoir, n'est-ce pas, que les Américains étaient d'accord. Mais Konin me disait qu'il parlait toujours au nom de l'ambassadeur Cabot Lodge, et Cabot Lodge ne me disait rien. Il faut reprendre ça, c'est Konin parlait au We had the air conditioning turn off in the middle of that last take. Please use the ring tone from the whole first roll. Sound just 3, take 1. Moi, c'est sûr de moi. Wait a second, attendez, wait a second, one question. 583. Pendant la durée de la préparation du coup d'État du 1er novembre 1963, Konin était notre intermédiaire, et plutôt mon intermédiaire, car j'étais le seul qualifié à parler aux Américains par notre groupe. Konin était en somme mon intermédiaire avec les Américains. Mais Konin venait me voir, me racontait beaucoup de choses, et j'ai trouvé des choses très confuses. Par exemple, le 22 octobre 1963, le général Hawkins, qui était le commandant des forces américaines au Sud-Vietnam, me disait au cours d'un repas qu'il était contre un coup d'État. Il a dit que c'était inadmissible, qu'il ne voyait pas pourquoi il fallait changer M. Diem. Alors quand il m'a dit cela, j'étais très surpris. Enfin, voilà les Américains devant moi, il y a Konin me dit cela, supposé, n'est-ce pas, Konin venant, n'est-ce pas, de la part de Cabot Lodge, l'ambassadeur, et le général Hawkins, qui est l'adjoint de Cabot Lodge, disait qu'il était contre le coup. Alors, si vous mettez à ma place, moi, je dis, je ne sais plus quoi faire maintenant. Je sais bien ce que je veux faire, mais je ne sais plus. Alors, j'ai demandé à Konin, je voudrais rencontrer votre ambassadeur, pour être sûr, n'est-ce pas, que j'ai besoin d'un soutien américain. Si je n'ai pas de soutien américain, je ne pourrai pas faire le coup, car nous avons besoin du soutien américain pour continuer la guerre contre les communistes. C'était très net dans notre esprit, dans l'esprit des généraux. Konin vient me trouver chez mon ami le dentiste et organise une rencontre avec Cabot Lodge. Cette rencontre a lieu, n'est-ce pas, sur le terrain d'aviation, à l'aéroport de Saigon, au moment d'un départ, n'est-ce pas, de l'avion qui amène le président Diem, l'ambassadeur Cabot Lodge et sa femme Adalat pour inaugurer, n'est-ce pas, la pile atomique. Alors j'arrive un peu avant l'heure, je trouve l'ambassadeur Cabot Lodge qui arrive juste après moi et qui me dit bonjour. Il me dit, alors c'est le moment que je lui pose la question. Je dis, mais monsieur l'ambassadeur, qu'est exactement monsieur Konin par rapport à vous? Il dit, il est mon représentant. Ah, je dis, très bien. Alors, je ne parle pas de coup, je dis, mais je suis très heureux de savoir qu'il est votre représentant. Alors, à ce moment-là, j'entre dans le sujet, je dis, monsieur l'ambassadeur, nous aurons peut-être besoin d'un changement bientôt. Je n'ai même pas parlé de changement de régime, d'un changement. Il a compris que c'était un coup d'État. Je dis, mais je suis prêt à vous soutenir, et le soutien des Américains pour tout ce que vous ferez. Je dis, mais monsieur l'ambassadeur, je lui réponds, nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons besoin simplement que de votre soutien après le coup d'État. Après le changement, s'il y a un changement. Car je voudrais que ce soit très net chez vous et chez les Américains que c'est une affaire purement vietnamienne. Et que c'est vous seuls qui devons faire cette chose-là. Je vous avertirai en temps voulu. À ce moment, le président Diem arrive, il fait. C'est la seule fois où je rencontre Cabot Lodge et j'ai le soutien, n'est-ce pas, de Cabot Lodge, donc des Américains, et nous sommes décidés à faire le coup. Voilà. Très bien. Oh, Excellent. hey,
584. Tu veux le nom? D'accord. Ok? Allez-y. Il n'a jamais été question de tuer ni M. Diem ni M. New. Au cours, n'est-ce pas, de la préparation du coup d'État, il était décidé que ces deux-là devaient être envoyés à l'étranger, en exil, comme nous sommes aujourd'hui. Ce jour-là, ce matin-là, lorsque on avait décidé d'envoyer un convoi les chercher pour les ramener à l'état-major général et de là, prendre l'avion pour partir à l'étranger, car j'avais demandé la veille à l'ambassadeur Cabo de Lodge un avion prêt pour transporter ces deux-là à l'étranger. Cabo de Lodge avait donné cet avion, donc tout était préparé. Seulement, ce matin-là, Big Min a réuni les généraux et les colonels à la terrasse et a demandé à chacun de nous quel est notre avis sur l'avenir à réserver à ces deux-là. Je suis le premier à être interrogé. J'ai répondu, comme il était prévu, les deux à l'étranger, en exil. J'ai entendu par la suite quelqu'un dire comme moi, j'ai entendu d'autres dire de laisser partir M. Diem et de garder M. New. J'ai entendu également quelqu'un dire de garder les deux. Et finalement, je suis parti parce qu'il interrogeait tout le monde, c'était nombreux. Et j'étais persuadé, car c'était décidé, et j'étais quand même un des membres les plus importants du comité, qu'il fallait que tous les deux partent à l'étranger. Au bout de 2 heures, le convoi revient et je trouve les deux corps de M. Diem et de M. New tués. Je vais trouver Big Min dans son bureau. Je lui demande, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ils sont morts? Il m'a répondu, mais ils sont morts, ils sont morts. J'étais tellement étonné que je le regardais. Et pendant ce temps-là, un des membres qui est allé chercher les deux frères, un général qui s'appelle Mai Hussein, se présente à la porte du bureau, fait le salut et dit à Big Min, mission accomplie. Alors, tout de suite, je dis, mais c'est Min qui a tué alors, qui a donné l'ordre. Car dans la voiture qui avait amené les deux frères, il y avait le garde-corps personnel de Big Min. Donc, ils ont été tués par le garde-corps personnel de Big Min. Mission accomplie, c'est-à-dire qu'il fallait les tuer. Et quand il m'a vu, il est parti sans rien dire. Le général qui était venu rendre compte de sa mission à Big Min. Pour moi, Big Min a donné l'ordre de les tuer, c'est tout. Margaret. 586. Ok. La guerre du Vietnam a été un sujet très important. Et elle a été un sujet désastreux, parce qu'au fond, on a perdu la guerre du Vietnam. Sorry, show me stuff. Because he's looking at me. Oh, excuse me. Sound rolling? Board. 587. La guerre du Vietnam a été un sujet mondial, a été un sujet sur lequel on a beaucoup dit, des millions de mots ont été dits sur la guerre du Vietnam. Pourquoi on a perdu la guerre? On a perdu la guerre, pour ma part, n'est-ce pas? Parce que d'abord, un premier facteur très important, il n'y a pas eu d'état-major interallié entre les troupes américaines et les troupes vietnamiennes. En somme, il n'y avait jamais eu de coopération très étroite entre les activités militaires américaines et vietnamiennes. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, lorsque les unités américaines ont été envoyées en masse en 1965, 500 000 hommes, avec tout un appareil logistique très important, une couverture aérienne et navale, à ce moment-là, il fallait faire la guerre. Alors, pour faire la guerre, il fallait, n'est-ce pas, autoriser les chefs militaires américains en premier lieu, puisqu'ils commandaient une importante, n'est-ce pas, de si importantes troupes, à faire la guerre chez l'ennemi. Car on ne peut pas gagner la guerre si on se battait contre les unités, n'est-ce pas, que l'ennemi envoyait dans le sud, sans aller dans les arrières de l'ennemi au nord-Vietnam. Alors, on n'a jamais voulu cela. Les unités américaines qui étaient venues en masse n'ont pas fait la guerre. Ils ont fait, n'est-ce pas, des opérations défensives. Et lorsque, pour des raisons politiques, c'est le troisième facteur, lorsqu'on n'a pas voulu qu'ils continuent, n'est-ce pas, ces opérations défensives et qu'il fallait traiter avec l'ennemi, n'est-ce pas, pour avoir un armistice en 1973, à ce moment-là, on a dit qu'il fallait demander aux Vietnamiens de faire la guerre eux-mêmes. Car après tout, c'est leur guerre.
Mais pour faire la guerre, ce que nous voulions, les Américains n'avaient qu'à nous envoyer autant de matériel, autant de munitions, autant d'armements que la Russie ou la Chine envoyaient au Nord-Vietnam. Et nous aurions trouvé notre stratégie et notre tactique pour faire la guerre. Et je pense que les Vietnamiens du Nord sont également des Vietnamiens, comme les Vietnamiens du Sud sont également des Vietnamiens. Et c'était la bataille entre deux masses, la masse communiste et la masse non communiste. Et nous avons perdu parce que nous n'ayons pas eu ces trois facteurs avec nous. Est-ce que vous avez jamais pensé une possibilité de compromis, de négociation entre Vietnamiens, entre sudistes et nordistes? Personnellement, j'ai pensé à, si on voulait terminer la guerre et avoir conservé le Sud-Vietnam, il fallait sortir le Front de libération du Nord-Vietnam et l'avoir avec nous dans le Sud-Vietnam. Il fallait en somme avoir un gouvernement du Sud-Vietnam approprié, c'est-à-dire avec tous les gens du Sud-Vietnam, pour pouvoir maintenir un Sud-Vietnam libre, indépendant et neutre, puisqu'elle le demande, et que c'est d'actualité également. Est-ce que vous aurez pu avoir un gouvernement de coalition dans le Sud? Quand, en 1973, on a signé les accords de Paris, il était question, n'est-ce pas, d'une administration de concorde nationale. C'était en somme un gouvernement de coalition. Donc, il fallait exécuter ces accords. Et moi, j'étais, puisqu'on avait signé, ben, il fallait l'exécuter, c'est tout. Et c'était possible. Je sais très bien que le Front de libération nationale n'aurait pas mieux demandé que d'aller avec les gens du Sud faire, en somme, une guerre politique et conserver le Sud pour eux-mêmes.